Les amis, on y est, c'est le jour J de France-Allemagne, mardi 15 juin, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et soyez les bienvenus, comme d'habitude, pour ce Point Média, c'est l'épisode 131 en direct sur YouTube. Merci une nouvelle fois d'avoir chatté avec moi là juste avant ce démarrage, c'est un plaisir toujours de vous lire absolument partout sur la planète. Le jour J donc pour Kylian Mbappé, l'équipe de France face à l'équipe allemande, c'est le 12e match déjà de cet Euro. On va ouvrir comme d'habitude la presse internationale pour faire le point complet sur toutes ces rencontres et notamment le match des Bleus. Mais tout d'abord, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est là. Regardez ce qu'a posté Christian Eriksen après cet effroi que nous avons tous eu là dans ce match avec le Danemark où il s'était écroulé. On avait craint tous au pire. Et puis regardez ce qu'il vient de poster là sur les réseaux sociaux avec ce pouce. Tout va bien. Tout va bien. Il a posté ça avec un message. Ça a été diffusé, vous pouvez l'imaginer, par la Fédération de football danoise avec un message pour dire « Je vais bien, merci à tous, je vais bien et attention, je veux qu'on continue à jouer, la vie doit continuer, le jeu doit continuer, jouons tous pour le Danemark et il souhaite le meilleur à tout le monde. » C'est un super message. Voilà un bon message pour lancer cette revue de presse. Il est là, monsieur Christian Eriksen. Les Bleus sont là. C'est donc le jour J pour ce France-Allemagne. Voici la presse nationale tout d'abord avec nos papiers, avec le quotidien L'Équipe et cette première gorgée de bière là, avec Kylian Mbappé face à Neuer, notamment le gardien allemand. Et à la une du Parisien aujourd'hui en France, prêt pour le sommet franco-allemand. On parle là aussi de géopolitique. Vous savez que les rapprochements entre la France et l'Allemagne de tout temps, historiquement sur le plan politique, eh bien là voilà, on va s'affronter sur le terrain sportif avec Didier Deschamps et toute son équipe. Quels sont les plans des Bleus? Il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Il y a eu beaucoup de choses dans les pages ce matin. Brûlant tout de suite, 12e match, le premier pour l'équipe de France et tout de suite face à l'Allemagne. C'est peut-être un bon signe, ça, pour les Bleus, de commencer dans le dur. Avec, vous le voyez, des photos qui indiquent que tout va bien au sein de l'équipe de France, et notamment ici le visage très souriant de Kylian Mbappé, tout sourire. Il y a beaucoup de choses, et notamment ici sous la plume de l'excellent Vincent Duluc. Et puis on va tranquillement voir comment tactiquement va marcher ce match. Alors, tactiquement, voilà ce qu'on nous propose. Vous le savez, c'est ce 4-3-3 dit hybride de Didier Deschamps, là, depuis un petit moment, qui se transforme en 4-4-2 avec cette forme de losange dans la continuité. Et un homme au cœur de ce système, c'est également Adrien Rabiot, car vous le savez qu'il y a plutôt une balance, un ballottage sur ce poste entre Rabiot et Tolisso. Vraisemblablement, selon les dernières informations, c'est bien Adrien Rabiot, le joueur de la Juventus de Turin, qui prendra ce poste face à Tolisso, le joueur du Bayern Munich. En face, je vous l'ai dit, il y a Manuel Neuer. Il connaît par cœur cette équipe de France, notamment avec ses coéquipiers au Bayern. On pense à Tolisso, on pense à Coman, on pense à Hernandez également. Mais il connaît également parfaitement les attaquants des Bleus. Avec ici, regardez ce papier qui illustre tous les duels de Neuer face aux attaquants tricolores. Antoine Griezmann ou encore l'ami Benzema ou encore Kylian Mbappé. Il les a tous affrontés, fortunes diverses. On va avoir en tête déjà tous ces duels parce que ces hommes se connaissent parfaitement. Voici le plan probable annoncé. Alors, on va prendre le temps de regarder tout ça. D'abord avec l'équipe allemande. Neuer dans les buts, ok? La formation de Jogi Löw. La charnière ici avec Ginter, Hummels et Rüdiger. On va en reparler de Rüdiger. Au milieu de terrain, pour tenir la baraque, ici avec Toni Kroos, le maître à jouer, et Gundogan, 30 ans, 31 ans, expérience, joueur de Manchester City et du Real Madrid. Ça va être très lourd au milieu de terrain. Sur les flancs, lui qui a repris ce poste à droite, vous le savez, mutation sur ce poste avec réussite, comme l'âme, on s'en souvient lorsque l'Allemagne avait été sacrée championne du monde, 26 ans pour Kimmich. Gosens, 26 ans également, Atalanta Bergame, magnifique pour prendre le couloir gauche. Et puis sur le plan offensif, Thomas Müller, 31 ans, Havertz, 22 ans, préféré à Sané, on vous l'avait dit, vous vous en souvenez hier avec notre copain Hardy Hasselbruck, notre correspondant allemand dans le MAG. Et à la pointe de l'attaque, ce sera Gnabry, 25 ans, normalement à la place de Werner, qui pourrait être également une solution quant à sa rapidité. Affaire à suivre, mais voici le plan probable. Du côté de l'équipe de France, alors là,
vraisemblablement pas de surprise. Lloris donc dans les buts, Kimpembe, Varane, Pavard, lui aussi le Munichois, et Hernandez, les deux Munichois face à Neuer, et donc Adrien Rabiot qui devrait prendre ce poste, N'Golo Kanté ici, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Plan probable de l'équipe de France. Quels seront les duels et les affrontements quant à ces forces vives? Alors beaucoup de choses. Décryptage proposé par nos confrères de l'équipe. Le décryptage de l'équipe allemande. Des atouts mais pas partout. L'Allemagne a de quoi faire mal aux Bleus sur la largeur et sait attaquer la profondeur. Mais ces points faibles conviennent parfaitement à l'équipe de France. Il y a plusieurs points faibles. Allez lire tout ça dans les colonnes de l'équipe. C'est très intéressant pour percevoir le match de ce soir et peut-être aller trouver la bonne cote avec les copains de NetBet. Je vous en parle dans un instant. Ici, parfait également pour montrer que l'équipe d'Allemagne n'a pas peur. On nous dit en conférence de presse que les Allemands n'ont pas peur de l'équipe de France, pourtant avec le statut de favori numéro 1. Vous le savez, les Allemands n'ont pas peur. Et il y a un homme qui a annoncé que on va aller au charbon. C'est l'ami Rudiger. Il a annoncé vouloir jouer sale, je le cite, c'est entre guillemets, contre la France. Le défenseur allemand de Chelsea a donné un aperçu de son style aussi rugueux qu'efficace. On s'attend à un affrontement tout-terrain, ça va être génial, avec Rudiger au cœur de tout ça. Didier Deschamps qui a été loué par l'ensemble des connaisseurs, des spécialistes du monde du football international, ceux qui ont joué contre lui, ceux qui l'ont commenté. C'est assez intéressant et la valeur forte qui ressort de ces différents commentaires. Il y a du Paolo Futre, il y a du Hardy Hasselbruck, notre confrère qui est avec nous tous les soirs en direct dans le MAG. Il y a Santiago Canizares, il y a encore du Andrea Santoni, très bon journaliste du Corriere dello Sport. Le mot fort, il est là. C'est un leader. La force première de Didier Deschamps, c'est un leader. L'union autour de Didier Deschamps. Historiquement, je vous ai parlé de sommet franco-allemand. Historiquement sur le terrain, on le sait depuis des années, la rivalité franco-allemande existe et monte en puissance. Rivaux comme un vieux couple. Depuis les Verts et les années Platini, la rivalité franco-allemande en football a toujours nourri la chronique et les imaginations. Depuis l'Euro 2016, l'ère du temps a-t-il changé? Point d'interrogation. Ces rivalités avec un nouvel épisode ce soir attendu à 21h. On y va encore avec un petit message à vous montrer. Ça, c'est intéressant. Vous le savez que depuis le démarrage de cet Euro, certaines équipes ont décidé de poursuivre le mouvement de lutte contre le racisme, vous le savez, avec ce symbole d'un genou posé à terre. Sachez que l'équipe de France va le faire. Les Bleus mettront un genou à terre. C'est une décision prise en accord au sein du groupe avec la fédération. Les Bleus vont donc avoir cette action et c'est alloué notamment ce soir. On va progressivement monter en puissance dans ce match. On va aller vers les cotes. Mais attention, ce n'est pas le seul match dans ce groupe. Il est important parce que vous le savez, il y a également le Portugal. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les deux champs pour aller voir ce qui va se passer avec l'équipe de France parce qu'on va également avoir un œil sur ce match portugais. Bien évidemment, le Portugal qui affronte la Hongrie avec bien évidemment Cristiano Ronaldo. Est-ce que les Portugais vont être capables de répéter leur exploit face à la France? On s'en souvient en finale avec ce titre européen. Ils sont les tenants du titre. Cristiano est le grand totem. Il est à la une de toute la presse portugaise. Nous sommes les champions. C'est le mot fort marqué en conférence de presse. Statut également à relever de la part du Portugal. Voici le 11 probable d'ailleurs de Santos. Il y a quelques interrogations dans ce 11, mais voici, c'est probable, attention. Avec Rui Patricio dans les buts, la charnière, là, normalement, pas de surprise. Avec Pep et Ruben Dias de Manchester City. Guerreiro sur le flanc gauche, Nelson Semedo sur le flanc droit, car vous le savez, il n'y a plus de Cancelo, touché par la Covid, plus de Cancelo. Du coup, c'est Semedo qui va jouer ici à droite. Ruben Neves et William Carvalho pour tenir tout ça. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota et Cristiano Ronaldo. Voici le 11 portugais. Moi, j'irais bien mettre un petit caillou sur les Portugais d'ailleurs. Je vais vous en parler tout de suite dans ces cotes avec NetBet. Nos copains de l'équipe nous parlent d'un Portugal qui a un peu changé par rapport à cette grande finale face à l'équipe de France. Un groupe pas si neuf, en manque de Cancelo, je viens de vous le dire, mais avec l'éternel Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Et du coup, voici les cotes. Attention, parce que les Hongrois vont jouer à domicile. On joue à Budapest. Attention, ça peut être intéressant dans le
cadre de ce match. D'ailleurs, regardez, la Hongrie fait le plein. Les supporters seront là pour accompagner face aux Portugais. Alors, les codes des deux matchs, on va y venir, ça y est. Code des deux matchs. France-Allemagne, regardez, c'est ultra indécis, c'est en train de bouger. Hein. Foncez sur les plateformes de NetBet parce que ça bouge en ce moment même. Le nul est à 3,20. Victoire de l'Allemagne à 2,95. La victoire de l'équipe de France est à 2,72. Pour le Portugal, on va y aller également. Regardez, la Hongrie n'a pas du tout le statut de favori, on est à 9, 4,60 pour le nul et 1,42 pour le Portugal. Où est-ce que je vais mettre moi mon petit caillou, les amis? Moi, je vais aller bien évidemment sur l'équipe de France et je vais aller sur le Portugal à 1,42. Si vous n'êtes jamais venu sur NetBet, écoutez-moi bien, si vous n'êtes jamais venu parier sur NetBet, venez pour la première fois, il y a un code promo. Le code promo, c'est Ruiz Club. Si vous venez avec ce code promo Ruiz Club, vous l'inscrivez en toutes lettres, en majuscule, tout attaché, vous aurez droit à 160 € offerts pour votre premier pari sur NetBet. Attention, il faut être majeur. On joue avec, bien entendu, cela en tête. Il faut être majeur pour venir avec les copains de NetBet. Les autres faits marquants de l'actualité de 7 €, avant de passer à la page Mercato. L'Italie, beaucoup de choses. Regardez tout ce qui se passe autour de l'Italie. Il y a notamment du Cristiano Ronaldo. Parce que dans sa conférence de presse, il a notamment parlé de son avenir. Va-t-il rester à la Juve, oui ou non? Il a mis tout ça une nouvelle fois en suspens et on nous dit que ce sont peut-être des paroles d'adieu du côté de Cristiano Ronaldo. On met en parallèle l'euro et le marché des transferts et c'est normal parce que cette compétition sert quelque sorte de vitrine pour les joueurs. Voilà avec Cristiano Ronaldo qui est également à la une de Tuttosport. En parlant de la Juve, regardez Locatelli, le joueur de Sassuolo qui fait partie de l'équipe italienne de Mancini, très important dans ce dispositif de Mancini. Eh bien, il aurait choisi la Juventus de Turin. Il devrait quitter Sassuolo pour s'inscrire dans les plans de Max Allegri. Mancini, justement, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, il a ses hommes, son 11. Il est là et vraisemblablement pour le prochain match face à la Suisse, cela ne devrait pas changer. Le match, c'est demain, les amis. Et son 11 est ici. Vous savez quoi? Je vous l'ai grossi avec une information très importante, c'est que Marco Verratti va bien. Il va de mieux en mieux. Il ne va pas démarrer ce match, à n'en pas douter, mais il pourrait démarrer le 3e match de l'Italie pour, ça y est, entrer dans la compétition, prendre un peu de temps de jeu pour cette deuxième rencontre face à la Suisse, mais normalement ne pas être titulaire. Mancini, vous le voyez là, ne va donc rien changer. L'unique changement, il est ici, puisque Florenzi, le latéral de l'AS Roma, qui est aujourd'hui au Paris Saint-Germain, est touché, vous le savez, et du coup, c'est Di Lorenzo, le Napolitain, qui devrait prendre cette place. Voici le 11, et vous le voyez, Locatelli, il est là. Pas de Verratti, toujours pas de Verratti, autour de Jorginho et Barella. Ça fonctionne bien, et notamment avec le trident offensif Berardi, Immobile, Insigne. L'Italie va bien, les amis, va même très bien. Du côté de l'équipe anglaise, après la première victoire en match de poule, on s'interroge, regardez, on s'interroge du côté de l'Angleterre sur... il y a une petite question de snobisme. Je vous explique pourquoi. Parce que l'ami Gareth Southgate, le sélectionneur, prône un jeu techniquement qui part de l'arrière, avec des petites séquences. On part de derrière. Mais, dans le même temps, le gardien anglais, qui est ici, Pickford, n'exclut pas le fait d'aller chercher des longs ballons devant directement pour aller chercher Harry Kane. Et il y a des discussions autour de l'équipe anglaise quant à savoir quel est le style de jeu à prôner. Est-ce qu'on doit jouer des petits ballons depuis la marche arrière ou aller chercher loin? Que dit Gareth Southgate en conférence de presse? Les amis, pourquoi s'interdire l'un des deux schémas? Il ne faut pas snober le style qui a été le style anglais de tout temps. Kick and rush, où on envoyait des longs ballons devant pour aller chercher tout de suite la défense adverse. N'allons pas snober ce style et faisons aussi confiance à Pickford lorsqu'il le sent pour aller chercher des longs ballons loin, pour aller chercher l'ami Harry Kane. Vous le voyez, c'est un petit débat côté tactique en équipe anglaise. Je vous montre également ça parce que ça a fait la une de toute la presse européenne. Ça aussi, ça a été absolument incroyable. Vous l'avez très certainement vu. Le but hier, absolument fou, de Chic avec la République tchèque face aux Écossais 2-0. Un but de la moitié du terrain où le gardien écossais a couru pour aller chercher ce ballon. Il a trébuché. Le ballon a fini sa course au fond des filets. Et lui, avec le gardien, ça fait la une de la presse anglaise également. Hier,
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous savez ma double nationalité franco-espagnole, hein. Imaginez ce que j'ai pu ressentir quand j'ai vu ce 0-0. Espagne hier face à la Suède. Tout s'est bien passé. Regardez, todo bien, mais pas de but. Pas de but. Il a manqué de capacité de finition pour les Espagnols avec ce symbole là. Regardez, Coquet qui s'arrache dans les filets. On n'a pas pu les faire trembler. Ça, c'est à la une de Marca et de AS. Regardez exactement les mêmes titres à la une de la presse portugaise. Un bon début, oui, mais pas bonifié, avec Alvaro Morata en symbole qui est venu buter sur le gardien suédois qui a été exceptionnel. On va y revenir et vous voyez cette même image de Coquet qui est pris dans les filets suédois. Ça n'a pas marché. Il est là, elle est là, cette belle photo dans les colonnes de Marca ce matin, avec une tête notamment dans les premières minutes de Dani Olmo de la tête et la main ferme, regardez, de Olsen qui a été absolument excellent. Un tir dans le pied, on s'est tiré une balle dans le pied côté espagnol, c'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de Marca. Les notes sont très claires d'ailleurs, regardez, les Espagnols sont ici, je vous rappelle que dans Marca la meilleure note c'est un 3 étoiles, aucune 3 étoiles côté espagnol. À noter que Laporte, le français, a été titularisé, 1 étoile pour lui, et vous voyez que la meilleure note du match, logiquement, elle est pour Robin Olsen, le gardien suédois qui a été absolument monstrueux. 3 étoiles également pour Isaac, le joueur de la Real Sociedad. Les Espagnols qui jouaient sans Sergi Busquets, touché par la Covid, le capitaine, c'est Alba qui avait le brassard de capitaine. On espère retrouver très très vite l'ami Sergi Busquets qui est en pleine quarantaine, les 10 jours de quarantaine obligatoires, touché par la Covid. Dans le groupe, dans ce même groupe, à noter un résultat qui a été assez surprenant d'ailleurs, c'est la Slovaquie qui a battu la Pologne 2-1. La Slovaquie a battu la Pologne 2-1 avec notamment un but de Skriniar. Lewandowski est resté à quai, bulle pour Lewandowski qui était tout seul, je vous le rappelle, en l'absence de Piątek et de Milik côté polonais. Les Espagnols, vous le voyez, qui sont restés sans but inscrit, toujours avec ce symbole d'Alvaro Morata. C'est intéressant. Petite touche également en marge dans le match. Regardez, Luis Enrique qui a déploré l'état de la pelouse sévillane. On jouait à Séville, à la Cartuja, le stade. Pas bonne pelouse. Et vous savez ce qu'il a fait du coup, Luis Enrique? Il a passé un petit coup de bigot et dès le lendemain, soit ce matin, regardez, tous les ouvriers étaient en place pour au maximum réparer, entre guillemets, cette pelouse parce que l'équipe d'Espagne va rejouer là, ici même. Luis Enrique pas content du tout et donc on était au travail ce matin. C'était la demande de Luis Enrique. Voilà pour le petit topo autour de l'Euro, mais on va continuer, on tourne la page et on passe au mercato. Alors au mercato, regardez, information majeure. Que va faire Cristiano Ronaldo à la Juve, les amis? C'est ce que je vous ai dit dans la partie Euro. Conférence de presse hier, en marge du match entre la Hongrie et le Portugal. Et donc, ces mots d'adieu de Cristiano Ronaldo, c'est comme ça qu'on l'a interprété de la part des confrères italiens, parce qu'il a semé le doute. Mon futur? Point d'interrogation. Ce que je sais, c'est que je vais faire le meilleur pour moi. Je vais faire le meilleur pour moi. Sa décision est propre. Rester à la Juve ou partir. Les mots d'adieu traduits ainsi. Vous me donnerez votre avis via le hashtag Ruiz Club. C'était le mot fort, ça, dans ce marché des transferts. Un marché très animé, notamment du côté du Barça. Les amis, je vous en ai parlé hier, en parallèle avec l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille serait très intéressé par cet homme-là, l'ailier américain Conrad de la Fuente, à hauteur de 5 millions d'euros. Je vous rappelle que le président de l'Olympique de Marseille, Monsieur Longoria, ex-Valence, connaît très très bien le directeur sportif de Barcelone, ex-Valence, lui aussi, on est là, Matteo Alemany. Du coup, les deux hommes se sont parlé et voilà un profil qui intéresse l'Olympique de Marseille, vraisemblablement. C'est en train de se faire, les amis, c'est dans les colonnes de Sport. Ça, c'est 5 millions dans les caisses du FC Barcelone. Dans les caisses également, les 8,5 millions d'euros pour Todibo. Nice lève l'option d'achat et du coup, Todibo, définitivement niçois. Voilà des petits cailloux là, du côté du Barça pour éventuellement aller chercher un nouveau sur le marché des transferts. Sur ce marché des transferts en marge, notez que le président Laporta construit toujours les différents organigrammes, les différents staffs, et notamment avec cette femme que vous ne connaissez très certainement pas, c'est Silvia Tremoleda. Alors Silvia Tremoleda, elle est nutritionniste.
Elle était déjà au Barça de l'ère Frank Rijkaard. Et puis Pep Guardiola l'a connue et puis il l'a amenée à Manchester City pour s'occuper des siens au plus près. Qu'a fait le président Laporta? Il lui a passé un petit coup de téléphone, il est allé la visiter et du coup, elle revient au FC Barcelone. C'est une personne très importante, nutritionniste et qui s'était notamment très bien occupée de Lionel Messi. Elle revient au Barça, affaire à suivre. Et je sais que vous adorez ça. Les nouveaux maillots pour la saison prochaine. Regardez les amis, ça c'est le nouveau maillot du Barça. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est assez incroyable. Il y a plusieurs choses à voir dessus. On a reproduit en fait l'écusson du Barça qu'on a grossi, l'écusson qui est ici et que vous connaissez. Regardez la croix San Jordi qui est ici, qui est la croix qui est en haut à droite de l'écusson. La Señera qui est là, c'est le maillot catalan que l'on retrouve ici. Et les bandes traditionnelles du Barça, elles sont ici. Vous voyez, c'est l'écusson du Barça qui a été grossi pour s'imprimer sur ce maillot 2021-2022. Est-ce que vous l'aimez? Oui ou non? Donnez-moi votre avis sur le Ruiz Club via le petit hashtag. On passe au Real Madrid. Là aussi, pas mal de choses à voir à l'actualité aujourd'hui. Sachez que les travaux sont en train de se finir dans le nouveau Santiago Bernabéu. Les premiers matchs à domicile durant le mois de septembre normalement. Pour les matchs qui vont précéder, vous savez qu'on est en train de passer un accord entre le Real Madrid et l'Atlético pour jouer les premiers matchs à domicile du Real sur la pelouse de l'Atlético. Et puis quand on va revenir, eh bien, on est en train de faire le plan de bataille pour que les socios puissent revenir au plus vite. Sur le mercato, l'information forte, elle est notamment ici. Je vous ai parlé de la réunion secrète vendredi dernier du côté de Valdebebas. Il en sort quoi? Eh bien qu'on serait en train de trouver un nouveau contrat, oui, un nouveau contrat pour Sergio Ramos qui pourrait rester au Real Madrid. Je vous rappelle que le Real n'est pas pressé, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le Real est allé chercher Alaba et qu'Alaba est en train de tout casser du côté de l'Euro. Le capitaine autrichien qui avait été élu MVP de la première rencontre. Regardez son volume de jeu, absolument incroyable, sur sa zone d'activité. Regardez le nombre de passes. Toutes les passes ici marquées de vert, ce sont des bonnes passes. Il y a quelques traits rouges, mais le reste, ça fonctionne bien. Alaba impressionne. Il peut jouer, vous le savez, à 3 postes, en position de centrale, sur la position latérale ou un cran plus haut. Voilà qui intéresse Carlo Ancelotti, bien évidemment. Dans les plans de Carlo Ancelotti, il faudra compter également sur l'ami Lucas Vazquez. Vous le savez, qui a prolongé avec le Real Madrid et qui, du coup, est également un adversaire direct pour Carvajal. Il est un rival, entre guillemets. On va se battre pour les postes côté Real Madrid. Une émulation, bien évidemment, positive chez les voisins, l'Atlético. On va voir ce qui se passe également du côté de la formation del Cholo Simeone. La première chose qui concerne également l'Euro, c'est Trippier. Vous le savez, Trippier, on était en train de s'interroger s'il allait rester ou non. Simeone veut impérativement le garder. Et pour cause, regardez, durant cet Euro, Southgate, son sélectionneur, ne l'utilise pas sur le flanc habituel. Il l'utilise à gauche. Et du coup, c'est devenu un comodine. Comodine en espagnol, c'est un joker. Ça veut dire qu'on peut également l'utiliser à gauche. Voilà qui va amener El Cholo Simeone à réfléchir et à être dans son bras de fer pour ne pas le laisser partir. Lui aimerait éventuellement repartir du côté de la Première Ligue. On parle de Manchester United. El Cholo va dire non. El Cholo dit oui pour lui. De Paul. Cholo qui s'implique à fond pour aller chercher De Paul. Vous le savez qu'il veut impérativement ce joueur pour éventuellement compenser le départ de Saúl qui devrait partir, non pas au Bayern Munich, je vous l'ai dit. On parlait également de Manchester United, mais on nous dit que Chelsea de Tuchel rentrerait dans la danse pour aller le chercher. C'est entre 40 et 50 millions d'euros, la somme qu'il faudrait pour aller chercher De Paul côté Atlético Madrid. Le mercato est ultra actif. Du côté de l'Italie d'ailleurs, je vous donne également quelques infos. Regardez, ça c'est Dalot, vous le savez, qui a été appelé côté portugais avec l'absence de Cancelo. Dalot qui a été appelé le joueur de l'AC Milan. Je vais vous en parler tout de suite parce que les joueurs qui sont actuellement prêtés au Milan AC, Milan aimerait bien les conserver. Vous le savez, il y en a plusieurs. Il y a notamment l'ami Brahim Diaz avec le Real Madrid. Ça devrait être conservé. Il y a également Junior Firpo. Lui n'est pas à Milan aujourd'hui, mais on est en train de discuter avec le Barça pour justement qu'il soit en prêt pour la saison prochaine. Et attention, parce que pour Dalot, ça coince un petit peu. On nous dit que Manchester, qui est propriétaire de Dalot, est en train, pour l'instant, de corser le discours avec l'AC Milan. Ça, c'est une affaire à suivre pour les Milanais. Il y a une autre affaire, elle est là.
Tonali. Vous savez que Milan est allé le chercher du côté de Brescia, mais pas pour l'instant en achat définitif. On l'a pris prêté, mais avec un contrat signé à hauteur de 35 millions d'euros. On a lâché déjà 10 millions pour le premier prêt. Il y avait ensuite 15 millions pour l'option d'achat, plus 10 pour le bonus. Ça faisait 35. Et à l'heure actuelle, vraisemblablement, il y a des discussions parce qu'on n'est pas sûr de le garder du côté de l'AC Milan. Et on nous dit que du coup, eh bien, la Juventus de Turin pourrait être intéressée pour souffler tout ça. Discussion en ce moment entre Paolo Maldini, en charge du secteur sportif et stratégique de l'AC Milan, et le président de Brescia, Massimo Cellino, qui est ici. On discute autour de Tonali. Et on file enfin avec l'Inter et le Marketplace en Italie. Je sais que vous adorez ça. Regardez l'Inter avec l'ami Inzaghi, le nouveau coach, successeur de Conte, qui aimerait 2 nouveaux joueurs également dans son marché. Il est allé chercher un peu, regardez, on ne s'attendait pas forcément à ces noms. Stéphane Radou, 34 ans, grosse expérience, le défenseur, vous le savez, de la Lazio de Rome. Et lui, on s'y attendait vraiment beaucoup moins. Mathias Oliveira, 23 ans, uruguayen qui joue à Getafe, du côté de Madrid en Espagne. Voilà 2 nouvelles cibles pour l'Inter de Inzaghi. Marketplace en vrac, pour vous montrer quoi? On parle encore de Harry Kane, direction Manchester City, de Locatelli, je viens de vous en parler, direction la Juve, Kingsley Coman, qui pourrait intéresser Liverpool. Attention, ça c'est une affaire à suivre. Aymeric Laporte, qui intéresserait le Barça, je vous en ai parlé hier. On nous parle également de Florian Neuhaus, qui pourrait quitter Gladbach pour filer du côté de Liverpool. Donnarumma se rapproche, ça y est, du Paris Saint-Germain. La visite médicale à distance devrait avoir lieu. Les médecins du Paris Saint-Germain devraient se rendre sur le site de l'Euro où est hébergée l'équipe italienne pour passer les tests à Donnarumma et valider ce transfert définitif côté Paris Saint-Germain. Et en parlant du PSG, on nous parle également de l'avenir de Florenzi. Le PSG dispose encore de cette option d'achat, mais encore que pour quelques heures. Que va-t-il se passer pour Paris? Ça dépend de quoi? Du dossier Hakimi. Si on prend Hakimi, on libère Florenzi. Si on ne prend pas Hakimi finalement, est-ce qu'on garde oui ou non Florenzi? Affaire à suivre, bien évidemment, dans ce Marketplace. Voilà les amis, on en termine avec ce point média du jour. Je voulais terminer avec ce sourire, bien évidemment, c'est monsieur Eriksen. Et il est là, il va bien, il sourit, il a envoyé cette communication pour dire merci, merci à tous. C'est sur ce visage qu'on va clore cette revue de presse. Rendez-vous, attention, ce soir, viewing party, 20h30 autour du match de l'équipe de France, sur Twitch, avec toute l'équipe de First Team. On va se retrouver sur le stream, on va se régaler ce soir. Prise d'antenne 20h30 en direct ce soir. Et puis dans la continuité, 23h, ici même sur YouTube, Euro, le mag, tous les correspondants étrangers pour faire le point sur toute l'actualité européenne, sortir débrief du France-Allemagne, plus la page Mercato. Voilà les amis, le temps pour moi de saluer Jimmy et Alex qui sont avec moi en régie pour préparer tout ce petit process. Vous remercier de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club, on suit la chaîne YouTube, on s'y abonne. Elle est gratuite et on agite la petite clochette. Et en attendant, ce soir, n'oubliez pas, passez une belle journée et profitez des vôtres.